Bonjour à tous. Alors, nouvelle interview aujourd'hui pour cette série Oh la honte et la peur d'avoir honte, où je reçois Audrey Martel. Bonjour Audrey. Bonjour Audrey. On va le faire au carré aujourd'hui et c'est un peu l'exclusivité de cette série, c'est nous sommes un paquet de Audrey à témoigner. Comment vas-tu, Audrey? Je, je, je vais bien, même si je suis quand même relativement fébrile à ce qu'on s'apprête à faire et que justement ce serait mentir que de ne pas en faire état, voire étalage, parce que c'est tout le sujet justement. Merci, merci. On se l'est dit en off, on s'est fait un petit temps de centrage, mais ce n'est pas une thématique légère, en tous les cas comme ça a priori. Et moi aussi, je suis fébrile à chaque interview. Et vu que tu passes dans les premières, mon taux de fébrilité est assez élevé. Donc merci pour cette honnêteté. Est-ce que je peux te poser cette première question très simple et pour autant souvent compliquée? Qui es-tu? Qui est l'humaine derrière Audrey Martel? Alors l'humaine derrière Audrey Martel, je pense que c'est une femme qui a longtemps cherché sa place et qui a passé vraiment depuis qu'elle est née son temps à observer les choses, à être souvent très étonnée et surprise de ce qu'elle voyait et a dû faire tout un travail pour ordonnancer tout ça et remettre de l'ordre. Et au fur et à mesure qu'on grandit, c'est ça qui est chouette, c'est que tu as comme des tranches d'éclaircissement et d'éclairage qui arrivent au fur et à mesure et ça c'est vraiment chouette à vivre. Donc rien que pour ça, je suis contente d'être une humaine incarnée si tu veux. Mais c'est vrai que au commencement, ben, c'était pas évident de voir ça, oui. Est-ce qu'on pourrait dire que tu es contente d'en être là où tu es aujourd'hui? Ah oui, ça a été un putain de voyage, donc je suis contente d'être là où je suis. Je le sentais, je me disais, il y a un truc quand même. Bon, ok, merci pour cet état des lieux. Euh, Pourquoi avoir accepté de témoigner dans cette série avec cette thématique qui, on va pas se le cacher, fait peur. Et je pense qu'elle fait peur à, j'allais dire tout le monde. Je ne vais pas m'avancer, mais bon, au plus grand nombre. Si, mais avançons-nous parce que justement, on est là pour le faire. C'est le mot d'ordre de cette série. C'est oui, bien sûr que ça fait peur à tout le monde. Et c'est ce qu'on évoquait en off toutes les deux. Tu m'as dit, oui, mais finalement, quand on en revient à ça, c'est un thème banal. Ouais, ben c'est justement ça. C'est banal et c'est en plein milieu de la vie de tous les gens ici. Et personne n'en parle parce que c'est ce dont il ne faut pas prononcer le nom, sinon la peste va s'abattre et il va se passer tout plein de trucs horribles justement. Et c'est ça que fait ce sentiment. Et en fait, quand j'ai vu que tu t'apprêtais à sortir une série sur ça, ben, je me suis dit, alors là, mais je salue bien bas, je tire mon chapeau, j'applaudis, je fais tout parce que, ouais, enfin quelqu'un qui va en parler, quoi. Et pour faire avancer le schmilblick, parce que je pense que c'est là où on en est tous, et de manière relativement fébrile, vu l'état du monde, il est bien temps de faire avancer le schmilblick. Alors oui, parlons de la honte ou de la peur d'avoir honte ou de la peur tellement forte d'avoir honte qu'on n'en parle même plus. Ouais. Et donc, pourquoi particulièrement c'était important pour toi de témoigner? Parce que je pense que c'était très égoïste, en fait, je te l'avoue. C'est la... C'était le symbole que je devais, la pierre blanche, tu vois, que je devais poser pour l'accomplissement d'un changement identitaire, mais dont je suis tellement fière que, en fait, j'ai envie que tout le monde le sache et que, justement, mais que pour me faire du bien à moi. Parce que, en fait,
toutes ces années, ces décennies passées à se faire du mal à soi, ben en fait, il n'y aura pas assez de temps pour le reste de ce que je vais vivre pour compenser. Donc, quand on peut faire ça par le biais d'actes qui sont posés, ben en fait, ça n'a que plus de valeur que de le faire. Donc, c'était hyper important. Oh, ça, tu vois, je vois, enfin, ça résonne très fort. C'est très émouvant ce que tu décris et ouais, je comprends. Donc c'est une badass de décision. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Et puis vraiment, je la kiffe, tu vois. Celle-là, elle a mis son blouson noir, elle s'est habillée, elle a dit allez viens, on y va. Ben ok, on y va. Putain, tu m'as préparé tout ce temps-là pour qu'on fasse ça. Ben ok, on va y aller. Alors. Vas-y, on Ça marche. descend. Ouais. Ouais. Vas-y. Ah, merci, merci parce que ça, oui, peut-être soyons justement égoïstes parce que à la base de cet égoïsme, je crois que justement, du coup, il y a un tel écho pour le collectif, une telle résonance derrière pour le collectif, et ça, c'est précieux. Mais je pense que c'est aussi, c'est le sujet que tu soulèves, c'est qu'on a complètement perverti dans ce monde des notions qui, à la base, ne sont pas du tout ce qu'elles veulent dire. Égoïste, c'est pas un gros mot, en fait. C'est nous qui avons perverti ça, mais c'est parce que ça parle aussi de nos failles, ça parle de nos blessures, ça parle de jamais se reconnaître dans l'autre. Et que, en fait, quand c'est en boucle stérile comme ça paraît de l'égoïsme. Alors que égoïstement, juste, se regarder soi, son nombril et dire je vais être en paix avec moi, c'est juste ça que je demande. Mais en fait, ça fait que tu es en paix avec les autres aussi. Alors là, je le salue cet égoïsme-là. Soyons tous égoïstes comme ça, quoi. Si on arrive à s'occuper de notre cul Ouais, et à se dire, bah, je vais pas faire de mal, je vais essayer de me faire du bien à moi et que ça ruisselle en cascade, ben alors faisons un monde d'égoïstes. ouais. Amen. Amen. Alors, cette honte, pour toi, est-ce que c'est un sentiment que tu as côtoyé tôt dans ta vie, ou en tout cas dont tu as eu conscience rapidement dans ta vie? Alors là, il y a deux réponses à ta question parce que je pense que je l'ai côtoyé très tôt. Mais par contre, pour prendre conscience que c'était de la honte, il a fallu qu'il se passe à peu près 2 décennies de plus, Ouais, je comprends. minimum. Mm. Et c'est ça qui est terriblement dangereux avec ce sentiment, en fait, c'est que en général, il peut arriver hyper tôt et il va se mettre à façonner, et c'est pour ça que c'est un sujet identitaire, en fait, des choses que tu vas faire pour éviter de ressentir à nouveau cette sensation, qui vont devenir des traits que tu considères comme ta personnalité, alors qu'en fait, c'est totalement faux et que Complètement. c'est biaisé parce que tu t'es pas rendu compte que c'était de la honte. Oui. Le conditionnement, les stratégies. Alors, je me permets, je te le disais en off, mais j'ai bûché parce que me sentant tout à fait experte de la honte, la reine, oui, voilà, je m'autoproclame la reine des hontes. Eh bien, j'ai eu besoin d'aller creuser sur la théorie parce que j'avais échafaudé des concepts. Mais voilà, c'était de moi à moi et oh là là, trop honte de peut-être assumer. Et en fait, dans ce que tu décris, ça parle très bien de la boussole de la honte, du compas de la honte qui a été identifié, théorisé. Je crois, mais j'ai pas retrouvé ma source, mais par quelqu'un qui s'appelle Nathanson et qui parle des 4 pôles. Et les 4 pôles, moi je parle en effet beaucoup de la peur d'avoir honte dans ce que tu décris, c'est-à-dire toutes les stratégies qu'on a mis en place. Et les 4 pôles, eh bien, sont ceux que je vais te citer et tu vas voir. Il y a le fait de se retirer pour éviter d'y s'y confronter. Donc là-dedans, tu as l'isolement, tu as se cacher, tu as annulé les engagements, tu as évité des situations. Tout ça, ça va être le retrait. Et puis, en point 2, il y a l'attaque à soi-même. Alors, l'attaque à soi-même, l'autocritique, la dépression masquée, les reniements, les surexcuses, tout ça, c'est voilà, on retourne contre nous. Il y a l'évitement qui va se transformer, enfin qui va prendre la forme du perfectionnisme, de la procrastination, des dépendances. Alors à toutes sortes de dépendances pour éviter
de sentir, la froideur, l'armure, le même pas touché, et le déni. Et puis il y a l'attaque des autres en quatrième pôle, c'est-à-dire après cette éventuellement ou au lieu de s'auto-détruire ou s'auto-critiquer, l'attaque des autres qui va être l'arrogance, l'agressivité, la critique systématique, la domination et le mépris. Voilà tous les conditionnements, toutes les stratégies qui ont pu être identifiées à travers ce qu'on appelle donc le compas ou la boussole de la honte. Je te remercie pour cette énumération. Je les ai toutes faites, donc je peux te dire que c'est frappé au coin du bon sens. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait, mais ça je le remarque de plus en plus souvent, à chaque fois que on s'attaque à des gros morceaux comme ça qui touchent à l'identité, en fait, il y a toujours ces pôles-là sont des mises en action de chaque mode de défense justement. Comme le système nerveux essaie de se réguler comme il peut, il déploie ces stratégies-là. Donc en plus, ça fait des effets de masquage qui sont superposés. Donc à un moment, tu vas suivre la piste de ah bah tiens, c'est ça mon problème, et puis tu vas essayer de. Mais si tu n'arrives pas à la vraie pelote au bout d'un moment, ça finit pas toujours bien. Donc oui, je les ai à peu près tous faits, effectivement. Tu as tout tenté en stratégie. Complètement tout, tout. Et puis moi j'avais fait quand on avait commencé à en parler, parce que je t'avais dit que je commençais à m'intéresser aussi à la prétention, Oui. qui est l'autre reflet d'une façon justement d'aborder la honte. Et quand j'ai commencé à faire des recherches sur ça, j'ai été tombée sur un truc qui m'avait quand même un peu troublée, et je voulais justement te l'apporter parce que il y a des chercheurs qui ont beaucoup travaillé sur le fait que ils avaient enfin scindé en deux la honte et la culpabilité. Oui. Et que ils avaient considéré que finalement la culpabilité c'était un sentiment qui pouvait être assez vertueux parce que on arrivait à force de ressentir de la culpabilité à s'améliorer et s'attirer vers le haut. Bon, je suis pas du tout d'accord avec ça en fait. Je te le dis clairement, quand je suis tombée là-dessus, je me suis dit c'est bien qu'il y ait eu une étude circonstanciée sur la question, mais moi je dis que c'est du bullshit. Ouais. Parce que en fait, je pense que c'est aussi la raison pour laquelle la honte se part de jolis atours. C'est quand on se met à avoir un jugement moral sur justement, ah bah oui, si j'éprouve de la culpabilité pour ci ou pour ça et que ça m'aide à me raffiner et à m'améliorer, ben je suis une meilleure personne. Et entre-temps, on est en train de tout enfouir sous le tapis. Donc je ne suis pas du tout d'accord avec ça, et je valide complètement les 4 pôles que tu viens de me donner. Je les ai vraiment tous essayés. Ok. Alors donc toi tu dis que alors 20 enfin 2 dizaines d'années après, mais tu penses maintenant clairement objectivement que la honte tu l'as côtoyée très tôt. Oui, oui, c'est quelque chose qui a été présent vraiment tout au début de ma vie, et, euh, et pour plusieurs raisons, parce que il y a eu un événement très important et traumatisant qui a fait que de toute façon la seule issue et la seule sensation qui pouvait être retenue de ça, c'était la honte, puisque j'ai été violée quand j'étais petite fille à 6 ans, 7 ans à peu près, je me rappelle plus exactement, mais Ouais. donc du coup, forcément, ça encapsule une honte absolument gigantesque. Et d'ailleurs, pour tous les travaux de tous les psychologues et psychothérapeutes, ils apprennent dès le début que, en fait, dès qu'il y a un sentiment de honte, il y a souvent des problématiques d'ordre sexuel derrière, parce que c'est extrêmement corrélé à la sexualité. Et je trouve ça intéressant, justement, que une thématique aussi identitaire que ça soit corrélée à la sexualité. Mais en fait, si tu veux, cet événement-là, même s'il ne s'était pas produit, je pense que j'étais destinée à ressentir cette honte-là. Parce qu'il y a aussi la neuroatypie qui est présente dans ma vie. Et en fait, quand tu es neuroatypique et quand tu es à haut potentiel, mais tu vas avoir un boulevard. Alors, ça dépend comment tu le regardes et ça dépend de tes croyances, mais karmique, transgénérationnel, un boulevard de ta vie au quotidien,
où il y a plein d'endroits où tu vas finir par ressentir de la honte. C'est presque un passage obligé. Oui. Et donc, si tu veux, ces événements, ils se sont comme superposés et juxtaposés. Et donc depuis toujours, oui, parce que en plus, avant ce viol, je pense que si ça se trouve, il y a des événements dont je ne me rappelle pas qui avaient déjà le goût de la honte, parce que même quand tu es en maternelle et que tu as conscience d'être profondément divergent et différent, tu fais déjà des impairs qui font que tu vas ressentir cette honte-là. Ouais. Et donc, la honte et moi, on était destinés à se rencontrer visiblement. Ouais, c'est intéressant. Merci. Merci pour ce que tu déposes. Quand tu parles de ça, même par rapport à la maternelle, je regardais un petit peu parce que des hontes, il y en a plein, il y en a de toutes sortes, mais il y a des catégories. Robert Karen a établi 4 catégories. Alors, il y a peut-être eu d'autres études depuis, mais il parle de ces 4 catégories que j'ai trouvées intéressantes. Et quand tu parles de la maternelle, ce qu'on appelle la honte narcissique, c'est presque en fait honte de ce que je suis, c'est-à-dire que ce que je suis ne mérite pas d'être ou d'être vu. Et Tout à ça, fait. c'est très très alors tu parles de neuroatypie et moi je crois que pour le coup, quand on est neuroatypique, il y a de grandes chances que dans la famille, il y ait des neuroatypiques, donc nous sommes élevés par des neuroatypiques. Tout à fait. Voilà. Et que pour le coup, c'est par moment dans les yeux de l'adulte, très Bien tôt, sûr. qui voit cet enfant qui peut-être montre des particularités que cet adulte n'avait pas du tout voulu assumer et que cet enfant semble, entre guillemets, je mets des énormes guillemets, défaillant ou bizarre ou fragile et qu'en fait ça ne peut pas exister dans les yeux, eh bien la honte narcissique se construit là-dessus, en fait, sur le fait de en fait je ne peux pas te voir tel que tu es, en Que tout tu cas, es. voilà. Et donc je pense qu'en effet cette première honte construit un socle, comme tu dis, après avec des couches de d'autres hontes qui viennent se greffer. Mais tu vois, pendant que on discute de ça, il y a justement un souvenir qui m'est revenu et que on me l'a déjà raconté, ce souvenir-là. Mais quant à savoir ce que ça a fait à cette petite fille, puisque là on parle de quelque chose en maternelle, donc je devais avoir peut-être 3 ou 4 ans. Ma mère m'avait confié à ma grand-mère paternelle pour m'emmener à l'école. Et apparemment, elle a oublié de me mettre une culotte. Waouh. Et donc, quand je suis arrivée, donc là, je te raconte juste le souvenir qu'on m'en a dit, parce que moi, par contre, le souvenir ressenti, je n'en ai aucun. Mm. Et je pense que c'est intéressant parce que, donc là, tu vois, c'était même pas, il y avait même pas besoin d'être regardé par les yeux d'un adulte. En tout cas, il y a eu un adulte qui était l'ATSEM en charge d'aller mener les petits aux toilettes pour leur faire pipi, qui a dû constater que je n'avais pas de culotte et qui a dû s'exclamer devant tout le monde, avec tout le monde, ah, mais elle a pas de culotte. Je pense que ça, tu vois, c'était déjà un des feuillets qui était destiné à fleurir. Mais c'est pour ça que je dis que c'est hyper important la démarche que tu t'apprêtes à faire, parce que des feuillets comme ça, des souvenirs comme ça, camouflés ou enfouis, on en a tous. Ouais. Et que pourtant, ça a planté des germes qui sont en train d'avoir des actions dans nos vies aujourd'hui et qu'il est de notre devoir de les arrêter. Mais on n'est pas obligé de le voir comme une malédiction aussi. On peut choisir de considérer que c'est un chemin d'évolution personnelle que d'aller vers ça Oui. et de construire sur ça. Ouais. Ouais, merci. Merci de dire ça parce que, en effet, ce n'est pas une malédiction. Et pour autant, c'est l'idée de ne pas banaliser des façons de s'exprimer ou de faire qui, pendant des générations, on nous a dit « Oh, enfin bon, hein, on n'en meurt pas. Oui, il n'y a pas mort d'homme, hein, Un c'est mort ça. d'homme quand même. » Et en fait, non, c'est vrai. C'est vrai. Tu vois, il y a pas très longtemps, j'ai ma fille qui par rapport à une situation, m'a dit, bah oui, en fait, je suis pas en danger de mort. Donc, pour le monde des adultes, c'est pas bien grave. Et j'ai exactement pensé à cette série en me disant, il y a tellement de petites choses comme ça qui,
oui, dans les générations passées, oui, enfin, c'est pas bien grave. Mais ça vient, comme tu dis, semer quelque chose à un moment qui fait que ben on fait pousser de la honte et puis après s'accumule d'autres, enfin je veux dire ça attire forcément d'autres Tout à fait. d'autres morceaux ou sortes de honte. Donc ouais, merci. Et puis je pense que tu dis, on a toujours entendu il n'y a pas mort d'homme, mais comme dans tout souvenir qui est traumatique, pour nous, ce jour-là, on est mort. Hein. C'est ça. On est vraiment mort ce jour-là. Donc en fait, si tu le regardes comme ça, tu vois ta compilation de petites morts qui ne sont pas des petites morts sympathiques à chaque fois, qui se sont accumulées. Et pour notre corps, pour notre esprit, pour notre psyché, il y a pas à tortiller. Ce jour-là, on est mort en fait. Et on essaie de se construire malgré ça, en essayant de ne pas ployer sous le poids de ces innombrables morts. Ben ça, il faut que ça s'arrête parce que on ne peut pas être des adultes fonctionnels et on ne peut pas justement être des adultes exemplaires pour nos enfants, justement, si on est tout recroquevillé et courbé sous le poids de ah oui, mais non, c'est oui, une gamine qui avait pas de culotte à l'école, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ben oui, mais sur le moment, oui, ce jour-là, je suis morte dans les toilettes, petite fille de 4 ans, qui en plus était complètement innocente de ce fait-là, parce que c'est aussi ça qui est intéressant avec la honte, c'est que ça finit toujours quand même par se retourner contre toi, même si tu n'as rien fait. Et ça, c'est très, très intéressant à explorer aussi. Ouais, merci de mettre ça en lumière. Donc, cet événement à l'école, ce viol, qu'est-ce que, comment cette honte, c'est, alors même si tu en prends conscience plus tard, mais est-ce que tu saurais dire les signes organiques que peut-être que tu peux aujourd'hui constater, mais autour, en tout cas, on va dire du deuxième événement, parce que le premier, tu dis bien, je n'ai aucun souvenir conscient. Est-ce que tu saurais dire ce que ça provoque organiquement, intérieurement, et ce que ça provoque aussi comme début de stratégie d'être à l'extérieur? Alors, le premier truc qui me vient, et évidemment, tu te le dis pas consciemment sur le moment, et parfois il y en a qui se le disent pas toute une vie, et du coup ils vivent des tortures terribles, c'est que je pense que tu considères que tu es fondamentalement un monstre à l'intérieur de toi. Ok. Et alors, Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark, tu vois. En toi, il y a une mauvaise graine. Il y a un truc qui, c'est braque, c'est tordu et ce sera à jamais tordu, comme si ça avait laissé une séquelle indélébile, une marque. Et d'ailleurs, je pensais à toi la dernière fois parce que j'ai repensé à la lettre écarlate. Eh ben, c'est ça, en fait. Il n'y a pas un A pour adultère, il y a un H pour honte. Tu ouais, es marqué de ce sceau-là. ouais, c'est Et ça. en fait, tu as l'impression que de toute façon, tout le monde le voit. C'est ça. Et donc, c'est malgré tes efforts, en fait, les gens vont sentir que tu es souillé par ça. Et donc, tu te balades avec ça comme une cible sur le dos. Donc, en fait, les trucs organiques que je vois maintenant a posteriori, c'est sans doute effectivement déployer tout un arsenal de systèmes de survie parce que tu vas déjà t'es tout recroquevillé à l'intérieur. Hein. Je pense que tu passes ta vie à être en compression et en tension pour tenir comme si tu faisais l'effort de re-rentrer ce H à l'intérieur de toi vraiment profond pour que personne le voit. Et c'est pour ça d'ailleurs que les mécanismes là des mémoires traumatiques, c'est cette espèce d'enfouissement où finalement il finit par y avoir plus rien pour ta psyché consciente, mais ton inconscient il sait ce qui s'est passé. Donc en fait ça ne marche même pas comme ça. Et voilà, c'est ce flétrissement. Et je pense qu'après ça a déployé. En fait, je suis devenue la reine de l'hologramme, tu vois. Moi, je déploie des hologrammes, mais c'est des merveilles, Audrey. Tu ne peux même pas t'imaginer. Si je sais très bien que tu t'imagines très bien, c'est pas un seul pet qui dépasse, une toile tendue à la perfection. Et qui sait
ce que je suis derrière ça, il y a absolument personne sur Terre qui le sait. Mm. Et tant que c'est comme ça, eh ben moi je me sens en sécurité. Et tu vois, ça m'émeut de parler de ça parce que tu penses vraiment que tu es super en sécurité comme ça. Tu penses vraiment que surtout, au grand jamais, tu ne laisseras personne pénétrer ça parce que si il pénètre, il verra le H derrière et que ça, c'est pas possible. Merci. Ce fameux masking, en fait, c'est ultra bright. Mais ça va vraiment au-delà. Il y a vraiment parce que justement autour de la neuroatypie, on parle beaucoup du faux self, on parle beaucoup du masking, mais c'est des théories, c'est des applications secondaires. Ça, c'est juste comme si c'était des marionnettes que tu agites et tu construis tes marionnettes en fonction de ce que tu as. Si tu as un TSA ou un TDAH, ce sera pas la même marionnette. Mais ça, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Là, on parle vraiment de se mettre dans un endroit où tu es persuadé de toute façon que tu es seule au monde parce que tu es la seule à avoir ce H tout pourri gravé sur la poitrine, en fait. Et que en fait, ça fait vraiment ressortir des peurs fondamentalement archaïques. C'est non seulement tu te trouves monstrueux, et en plus, tu es persuadé que tout le monde le sait, et il faut quand même vivre sa vie avec ça. Et après, il y a tout qui fleurit derrière. Ah ben pourquoi c'est si facile pour les autres? Et puis il y a la petite voix très profonde qui te dit oui, mais tu sais pourquoi c'est si facile pour les autres? Eux, ils n'ont pas fait ça. Et ça, c'est en fait c'est même pas une double vie, c'est que tu es absent à toi-même pendant tellement longtemps. Ouais. Orphelin de soi. Je parlais d'un épisode comme ça dans mon podcast. Être orphelin de soi. Tout à fait. Et quand tu décris ça, je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est aussi l'illusion qu'on se donne à soi-même. De penser que à cet endroit-là, rien ne passera et il ne nous arrivera rien. Qui en fait juste nous débranche de la vie, mais point. C'est-à-dire que ça, on s'entretient dans une illusion qui, quand elle tombe... Oui, elle fait mal, elle fait très mal. Mais en même temps, tu vois, je le vois aussi comme le signe quand même que, aussi déconnecté qu'on puisse être, on sait bien ce dont on a besoin parce que ça parle de sécurité intérieure et d'avoir essayé de reconstruire tout seul cette sécurité intérieure, même par le biais de ces hologrammes, même par le biais de ces masques et de ces mensonges et de ces dissimulations, même à soi-même. Bah, en fait, ça me donne l'espoir que justement, il suffit de tourner le curseur dans le bon sens, en fait. Quand tu te mets justement sur un de tes 4 pôles, le premier à dégager, c'est de s'attaquer soi-même. D'être tellement, tellement impitoyable avec soi. Mais mon Dieu, c'est presque une férocité, en fait, d'être comme ça envers soi. Vraiment une férocité. Et tu ne le souhaiterais même pas à ton pire ennemi. Exact. C'est vrai, ça. Et pourtant, tu te déchaînes contre toi. Et si seulement ça, tu arrives à le tourner dans l'autre sens en te disant, mais rappelle-toi de qui était cette petite fille, qui était cette adolescente, qui était cette femme. Est-ce que tu dirais ça à n'importe qui que tu aimes, ta meilleure amie, ton enfant, ta mère? Est-ce que tu t'autoriserais à dire ça juste devant le miroir? Tu te revois en train d'être cet être vulnérable là et tu te dis ah ouais ben, je vais t'enfoncer, je vais te tirer une balle dans le dos. Bah non, tu fais pas ça en fait. Et c'est même quand tu dis ça, tirer une balle dans le dos, moi je vois même quelque chose de plus odieux que ça, parce que c'est même pas une balle. C'est, tu sais, cette espèce de douleur où tu ne tues pas la personne et tu sais, la torture, c'est ça, la torture longtemps. C'est la torture et toujours, enfin, tu vois, il y a, ouais, vraiment ce truc en effet de répétition acharnée sur un endroit douloureux. Est-ce que dans cette évolution de Audrey, il y a eu des rencontres d'autres signaux
qui t'ont éclairé en effet sur, alors pas forcément le même type de honte, hein, parce que des types de honte, il y a vraiment plusieurs catégories, mais est-ce que, est-ce que tu as senti ces accumulations? Est-ce que tu en as eu conscience à un moment de ah oui, en fait, il y a ça, ça me fait réagir ou ça me met en lien avec cette autre honte. Enfin, qu'est-ce qui est venu euh, euh, comme signaux faire peut-être flamber ce sentiment de honte? J'ai du mal à répondre à ça comme ça parce que je pense que dans mon cas, il y a eu comme une conjonction de facteurs qui ont fait que j'ai été forcée d'ouvrir la boîte de Pandore principale directement parce que à l'époque j'ai créé une entreprise, c'était ma première entreprise et c'était en 2012 et euh, et en fait là quand je me revois en 2012, c'était vraiment ce qu'on vient de dire là, d'être absente à soi. J'aurais pu avoir, enfin, je sais pas, c'est comme si je me baladais avec un clone poupée de chiffon le corps il prenait toutes les attaques et moi j'étais loin et pourtant c'était vraiment une vraie volonté que de créer cette entreprise. J'étais hyper contente, etc., etc. Mais elle a eu vocation à servir d'ex-voto sacrificiel en fait, tu vois. Je Ok. l'ai créée pour qu'elle serve à ça. Et donc elle a concentré la totalité de ce qui n'allait pas, la totalité d'être absente à soi, la totalité d'être dans le perfectionnisme, d'accepter que personne au grand jamais ne m'aide, jamais de la vie. Il y avait tout ça. La visibilité, je pense que c'est un miracle qu'elle ait vécu 3 ans cette boîte, parce que vu ce que j'ai fait comme pub sur la question, c'est un miracle. Ok. Et il y a eu tout ça. Et donc, ça enflait, ça grossissait. Et à l'époque, mes filles, elles étaient petites. En fait, ma première fille a eu l'âge que j'avais à peu près quand ça s'est produit. Et en fait, il y a eu une sorte de décompensation parce que c'est là où c'est venu ancrer quelque chose de profondément inébranlable chez moi, c'est que ça s'arrête à moi. Oui. J'ai eu vraiment un appel, de la regarder là sur le bord d'une piscine et de voir, je sais pas l'expliquer, c'est comme quand tu la dépressurisation de la cabine en avion. Et il y a tout qui s'est produit en même temps du coup, parce que c'est aussi l'année où j'ai découvert mon haut potentiel et où après j'ai fait tester mes filles et j'ai décidé justement par le biais de cette détection d'aller voir une psychothérapeute qui a fait de l'EMDR sur une partie, mais il a fallu que ce soit reproduit avec une autre thérapeute après. Et c'est cette boîte de Pandore-là que j'ai ouverte. Mais c'est parce qu'elle s'est présentée à moi, parce que pour le coup, maintenant, je suis persuadée que c'était pas par hasard. Mais Ouais. à l'époque, c'est comme si on m'avait dit, bah tiens, vas-y, ouvre ça. Ah ouais, t'es sûr? Parce que là, ça a pas l'air funky quand même. Hein. Et ça s'est ouvert et ça a pas été funky. Mais par contre, là, aujourd'hui, plus de 14 ans après, qu'est-ce que je me félicite de l'avoir fait? Parce que de toute façon, je vais te dire un truc qui est cette femme, elle était déjà morte à l'intérieur en fait. Ouais. Et ça, je le souhaite à personne. On mérite pas de vivre sa vie en tant que morte, vraiment pas. Et il a fallu tout ça et il a fallu des trucs vraiment lourds et difficiles à supporter. Mais si c'était à refaire demain, je referais tout pareil en fait, parce que me ressentir dans la peau de cette femme-là, et en plus, j'ai des images d'archives parce que c'était ma boîte et qu'il y a des vidéos de moi à cette époque. Eh ben, quand je vois le décalage, je me dis, mais merci pour toi, quoi. Merci. Ouais. Ouais, c'est cette notion dont tu parles en fait d'être mort vivante qui est assez comment j'allais dire assez vicieuse et puissante en fait dans la honte. Ouais. Vraiment cet à côté en fait de vivre sans vraiment vivre. Mais parce que ça enlève vraiment, quand on dit tout a un goût de cendre, c'est ça que ça fait en fait. Parce que
les saveurs les plus géniales. En plus, je faisais de la cuisine, je t'explique à l'époque. Donc, niveau saveur, tu vois, les saveurs les plus géniales, les recettes les plus exquises. J'avais deux merveilleuses petites filles. J'étais mariée. J'avais une super maison. J'avais magnifique. C'est tout Tout, magnifique. tout. Magnifique. Papier Eh glé. ben, ça a un goût de cendre. Et en plus, c'est le cercle vicieux parce que quand tu te regardes en train d'avoir tout ça et que tu te dis, mais moi, j'ai l'impression que ça a un goût de cendre, tu continues parce que tu as tes quatre pôles bien actifs à t'envoyer des coups de couteau, des coups d'acide chlorhydrique sur le visage et tu te fais pour ne serait-ce que penser ça. Et là, on en revient à ce que je te disais sur la culpabilité. La culpabilité, mon cul, c'est une saloperie, la culpabilité, quelle que soit la façon dont c'est ressenti. Parce que, en fait, sur des profils comme ça, et en préambule, on a bien dit que ça concernait tout le monde, en fait. Hein. On n'est pas en train de fouiller les affaires sales de tout le monde, mais chacun a sa petite anecdote. Ben, en fait, cette culpabilité, elle te permettra jamais d'être un homme ou une femme meilleur. Jamais. Je te rejoins là-dessus. Et en effet, ce truc du coup d'avoir honte parce que tout sur le papier est parfait, de rester du coup dans cette honte en fait de mais qu'est-ce qui tourne pas rond chez moi? Oui, Je et puis devrais. les autres te le disent bien d'ailleurs, mais parce que là Ingrate. encore, c'est un travail aussi de grand, de grand pardon à faire derrière ça, parce que à un moment, j'ai été très en colère contre l'entourage qui, entre guillemets, m'a enfoncé en me disant qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi, mais c'est juste un reflet. Bah ouais, va chercher ce qui tourne pas rond parce qu'il y a un truc. Alors va le trouver. Et finalement, c'est cette douleur engendrée par l'autre qui te donne aussi l'aiguillon de le faire en te disant, bah, putain, je mérite pas ça, en fait. C'est que Mm. si je suis en train de ressentir ça, c'est qu'il y a bien une raison. Oui, ce n'est Et pas pour donner faire un chier le sens. monde. Oui, c'est pas pour faire chier le monde, ouais. Ouais, pardon, je t'ai coupé, mais oui. Non, non, mais je suis tout à fait d'accord avec, avec ça. Est-ce que tu saurais dire donc, on comprend tous les mécanismes internes qui sont à l'œuvre. Est-ce que extérieurement, tu saurais dire euh, des choses assez concrètes sur l'impact sur l'entourage ou en tout cas ta posture? Donc oui, tu dis le côté ben voilà, il n'y a rien qui dépasse et on ne soupçonnerait pas du tout ce qui peut se passer à l'intérieur, mais qu'est-ce que tu pourrais décrire que t'as fait faire cette honte ou a impacté sur l'entourage, en tout cas tes hontes, je vais dire même tes hontes. Non, mais j'ai été un tyran domestique, hein. J'ai été vraiment d'un autoritarisme dans le besoin de contrôle de l'environnement et dans le perfectionnisme enfin, ça a fait flamber le truc et j'étais sans doute invivable parce que tu vois ce jugement interne que tu as de toi, les autres rebellent un peu quand tu es en train de leur appliquer, mais tu leur appliques un dixième du standard que tu t'appliques à toi-même. Ouais. Donc quand ils viennent se plaindre en disant mais putain t'es une chiasse, tu vas me laisser tranquille, en plus t'as justement ce côté du mépris en me disant mais mon pauvre, mais si Ouais. tu savais en plus comment j'ai été pleine de mansuétude envers toi, et ça c'est pas, c'est juste pas possible parce que vivre avec quelqu'un comme ça c'est très compliqué au quotidien. Alors, moi, je pouvais pas faire autrement parce que j'étais coincée avec mon corps, mais ça a dû être effectivement très très compliqué de vivre avec moi. Et c'est ce contrôle, ouais, tyrannique surtout et tout le temps et une certaine sans doute sécheresse de cœur qui faisait que je me laissais pas aller toucher par des trucs parce que c'était trop dangereux en fait. Donc il vaut mieux garder son assise et que les vaches soient bien gardées plutôt que Ouais. d'essayer donc vraiment une fermeture de cœur que que je pour laquelle j'ai beaucoup de compassion aujourd'hui parce Ouais. que vraiment je regrette pas tant ce que ça a fait aux autres. C'est vraiment plus à moi que ce que ça a fait que je regrette, tu vois.
Ouais, C'est que, ouais, c'était difficile pour les autres, mais le plus difficile, c'était quand même pour moi. mmh. Et tu vois, ça me fait plaisir de le dire aujourd'hui. Ouais, mais je Parce que justement, la femme de 2012, elle se serait mortifiée par ce qu'elle faisait aux autres. Tu te mortifies toujours par ce que tu fais aux autres. Parce que justement, ça te porte vers le sacrificiel ultime. Parce que vu que tu as ce H sanguinolent sur toi, il faut que tu donnes tout et partout pour essayer de rattraper un péché qui peut pas s'effacer. Et ça, c'est tellement pas juste, quoi. ouais. Et donc, de pouvoir dire, ouais, mais c'est à moi que j'ai fait le plus de mal, bah, c'est une grande victoire après 14 ans de combat. Je te remercie de pouvoir en attester publiquement. Ouais, et je suis heureuse d'entendre ça parce que ça, je pense, enfin, voilà, je pense que ça, ce sont des propos. Alors, je vais le genrer un peu, mais je pense que dans le milieu des femmes, Oui. c'est précieux d'entendre ce que tu dis. C'est tellement précieux d'arrêter de se fustiger et ouais, j'entends et j'entends aussi quand tu parles de sécheresse de cœur. Bah oui, cette armure de même pas être touché parce que alors du coup le Titanic coulerait et ce n'est même pas imaginable. Bah ouais, même pas mal. Même pas Même pas mal. mal. Ouais. Et puis, tu vois, ce qui me touche le plus aujourd'hui, c'est justement la solitude de ces êtres-là, parce que tu, tu es tellement touché. Mais si tu es tellement touché, c'est parce que tu avais le potentiel d'être un être qui est touché par tout de manière très très forte et très très grande, et tu t'enfermes dans une carapace où tu laisses plus personne te toucher, tout en devenant une version sacrificielle de toi-même. Si là, t'as pas tous les paradoxes compilés pour faire le pire des enfers chinois qui existent, bah je sais pas ce que c'est en fait. Mm. Ouais, merci. Merci, j'espère que là, dans ce que tu dis, ça vient, je trouve que ça fait vraiment la boucle avec ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, le fait qui est très cher pour moi, de cette écologie intérieure et de penser égoïstement à soi, parce que l'idée, c'est peut-être de dépolluer le monde en étant moins pollué soi-même. Euh, et donc, oui, si on pouvait, si les auditeurs pouvaient comprendre ça, en fait, que revenons à nous et à cette douceur et j'ai plus le mot là qui vient de s'envoler, mais ouais, de revenir égoïstement à soi, mais Tout dans à fait. Et je pense que c'est, excuse-moi, je te coupe juste pour rajouter que je pense que c'est une question de phase et de temps. Parce que à un moment, justement, tu t'aimes tellement pas que tu as besoin de la motivation extérieure de dire, putain, je vais le faire pour mes filles pour que elles le vivent pas, ou je vais le faire pour mon conjoint, ou je vais le faire pour quelqu'un. Et là, tu t'accroches à ça comme à une bouée et tu décides justement à l'intérieur de toi que ça, ce sera ton phare. Et en fait, après, je pense que l'étape d'après, c'est que 5, 10 ans plus tard, tu te dises, bah ouais, mais maintenant, tout le reste du chemin, par contre, je le fais pour moi. Hmm. Ouais, merci. Je crois qu'en effet, le fait, en tout cas, le fait d'avoir des enfants est une étape, voilà, qui permet en effet d'abord d'avoir de grands miroirs et puis et que voilà, si on les voit pas, on est franchement bigleux et de pouvoir en effet, comme tu dis, avoir un levier de départ. Mm. Merci. Je vois le temps et c'est terrible. Je déteste ce rôle, mais voilà, je vois le temps qui court et j'aurais voulu tellement, enfin voilà, te laisser dire plein d'autres choses. Qu'est-ce que tu aurais envie de déposer autre que tu souhaiterais ou que tu avais éventuellement envisagé dire ou là qui t'a traversé pendant notre échange? Qu'est-ce que... J'ai envie de dire que attaquons-nous dans notre vie aux sujets qui nous font le plus mal vraiment, aux trucs qui nous font le plus peur, à tous les endroits où on est complètement pétrifié, terrifié. Et c'est ce que je voudrais transmettre, c'est aussi
Là, on est dans une société qui te dit tellement, mais toi, qu'est-ce que tu peux faire? Toi, t'es tout petit. C'est pas à toi que tu vas changer l'univers, que tu vas nettoyer les océans, que tu vas arrêter la guerre. Et ça, c'est vraiment justement remettre encore une fois de plus la honte sous le tapis, la peur, l'angoisse, l'anxiété, le pouvoir dont on vient de discuter, de juste être miséricordieux avec soi-même pour aller regarder ce qui va pas chez nous et ensuite être un être apaisé. Mais quand tu te balades sur la terre en étant apaisé, ben c'est quand même vachement plus facile pour toi et pour les autres. Donc allons déterrer les vieux habits et les vieilles crasses et tout ce qu'on a mis sous le tapis parce que c'est là qu'on est censé aller en fait. C'est là où il y aura le sens, c'est là où il y aura la libération et c'est là où il y aura un peu de joie quoi, parce que sinon on s'emmerde comme des rats et c'est pas non plus une vie ni de vivre mort ni de s'emmerder comme des rats. Ouais, merci. Et que ça suffit, tu te prends pour qui en fait? Parce que Oui, c'est la phrase qu'on se dit, moi la première, tu vois, avec cette série-là. Non, mais tu tout te à prends fait. pour qui? Tu crois que tu vas changer? Ben ouais, mais en même temps, écoute, Ouais, tu fais ta part et purée, mais moi je suis admirative. Faisons tous notre part. ouais, faisons tous notre part. Merci. J'ai pas du tout envie d'arrêter, ça se sent. Merci, merci, merci. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu veux déposer? Et après, ah oui, mais non, nous ne pouvons pas clôturer comme ça. J'allais oublier, T'allais oublier. j'allais oublier. Alors, je ne sais pas à quel moment, dans quel ordre vont sortir les épisodes, mais j'ai décidé et j'assume, et pourtant je me mets pas dans la meilleure des situations. J'ai décidé que pour chaque euh, témoin, chaque interviewé, il y aurait ce moment fun, parce que cette série, elle n'est pas là pour du tout dramatiser, mais au contraire donner de l'espoir et juste constater que nous sommes monstrueusement humains et que la honte, elle est intrinsèque à nos vies. C'est ainsi et qu'elle peut être une compagne sans être un obstacle. Et donc, j'ai proposé à chaque interviewé un petit truc fun qui passait de soit chanter un morceau ensemble de la chanson du choix de l'invité, soit de proclamer une phrase en jeu, pleine de panache et flamboyante. Et Audrey a choisi. Donc moi, je vais quand même, ça veut dire chanter potentiellement souvent dans cette série. Et Audrey a choisi de chanter une chanson avec, bien sûr que je vais l'accompagner. Je n'avais pas peur. Non, non, je n'avais pas peur. Je ne te lâche pas, je ne suis pas comme ça. Une chanson donc très très connue et une chanson aux vertus voilà. Thérapeutique, complètement. Thérapeutique, qui est Don't Stop Me Now de Queen. Et voilà, donc nous allons chanter sans bande son parce que c'était un peu compliqué, tous les droits de SACEM et tout ça. Et voilà, donc on ne s'est pas du tout briefé avant sur Non. la durée, mais on va bien voir. Et donc, eh bien, voilà, nous allons clôturer cet épisode en chantant avec le choix d'Audrey, qui est une chanson que j'adore moi-même. Attends, je me remets quand même les paroles sous les yeux parce que même si je l'ai beaucoup hurlé dans mon Oui, enfance. moi aussi, mais... Alors moi, je voudrais ajouter, pendant que tu fais ta recherche, que je suis une très grande complexée et honteuse de mon anglais, que du coup, je bosse actuellement. Donc, chanter anglais, bien sûr, toute seule ou dans une chanson bien préparée, ça m'est arrivé quelquefois quand même. Mais voilà, je mets de côté ma honte. Et voilà. Alors, ce que je te propose, parce que si tu vois, ça ne faisait pas sens. Voilà, je les ai là. Alors, c'est à partir du premier refrain. À partir du premier refrain, ouais.
Donc, à partir du premier Don't Stop Me Now, le premier refrain, et on va jusqu'où on peut aller, et puis on verra bien. Donc, on commence sur un refrain. Oui, on commence sur un Très refrain bien, parce que madame. on le connaît tellement, ce refrain-là. Tu te rappelles bien il vient de dire I want to make a supersonic man out of you. Alors, donc, on va y aller. Donc, moi, chanter assise, c'est pas souvent mon truc, mais on va tenter. On va tenter. Et puis moi, si je me mets à chanter trop fort, les chiens qui sont à côté de moi vont s'ambiancer aussi. Mais bon, on a dit qu'on y allait, alors on y va. Bon, alors moi, j'espère ne pas avoir le fou rire, parce que je suis quand même la reine des fous rires. Hein. Il faut... Allez. Je te laisse me donner un compte à rebours, comme ça, ce sera plus facile. Alors, 4, 3, 2, 1. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you want to have a good time, just give me a call. Don't stop me now. J'adore. Don't stop me now. J'adore, c'est formidable. Alors, est-ce qu'on essaye un couplet? Allez, on essaye le couplet qui suit. I'm a rocket ship on my way to Mars, on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Like an atom bomb about to I'm traveling the speed of light. I want to make a supersonic woman of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Bon, écoute. Merci. Comment il s'appelle, le chien? Alors, il y en a un qui s'appelle Storm et l'autre Sky. Sky, il saute pas, mais Storm, il saute. Et c'est Storm qui fait des wow, wow, wow? Oui, oui, tout à fait, comme Chewbacca dans Star Wars, pareil. Oh, merci, merci. C'est notre Freddie Mercury. Ou alors t'es Freddie Mercury. Brian May et sa guitare, peu importe. Merci. Bon, eh bien, voilà, nous avons chanté du Queen en direct. Tout à fait, a cappella. A cappella, même pas peur. Même pas peur, juste comme Freddy, c'était tout pareil. Je kiffais. Merci. Écoute. Merci à toi, Audrey, merci beaucoup. Merci pour cet échange, merci pour tout ce que tu as partagé. Merci de soutenir. Voilà. Et quand même, pour bien clôturer, parce que je ne voulais pas, c'est un parti pris, mettre en lumière socialement chaque interviewé en début. Mais par contre, là, si tu as envie de présenter comment tu œuvres dans la société aujourd'hui, avant que l'on clôture, c'est ton moment. Je te remercie. C'est en fait très en lien parce que j'aide et j'accompagne les femmes notamment à arrêter d'avoir peur de déployer justement leur puissance et de voler de leurs propres ailes, parce que je m'intéresse souvent aux femmes qui sont brillantes, qui ont des cerveaux qui marchent très bien et qui pourtant vivent des vies en demi-mesure, et ça, je veux plus le souffrir, mais parce que j'ai été cette femme-là et que je sais à quel point
c'est une vie extraordinaire quand tu acceptes de faire ce chemin-là et je veux la partager. Donc, c'est ça que je fais. Et merci de le faire parce que je sais que tu le fais bien. Et peut-être on peut dire aussi que forcément, ça touche, oui, le monde de la neuroatypie. Oui. Voilà, tu l'as précisé à un moment dans l'interview que toi-même neuroatypique et voilà. Donc Mais c'est surtout que les femmes, malheureusement, se font peu détecter, donc parfois elles ne sont pas conscientes de ça. c'est Donc vrai, c'est pour ça que je préfère leur dire que même si elles ne savent pas, moi je les vois et que je ouais. n'attends que ça, qu'elles se déploient et qu'elles vivent des vies flamboyantes. Donc voilà, donc merci et forcément pour toutes les personnes qui seront intéressées, il y aura les liens vers l'univers d'Audrey en dessous de l'épisode. Mais je Merci ne voulais beaucoup. pas que ça soit en tout cas ça la façon d'œuvrer socialement qui soit forcément en lien au départ parce que pour vraiment montrer que nous sommes tous quoique peu importe où nous nous trouvons dans le stade de notre vie, la honte, elle fait partie de nos vies. Et c'est ainsi. Je fais une rime de fin. J'aime les rimes. Je les aime aussi, donc je te félicite. Merci Audrey pour ce temps Merci à toi et à tout bientôt. et à tout bientôt. Est-ce que... Oui.